Reconfinement forcé en Chine, spécifiquement dans la ville de Shanghai, après la découverte de la souche Omicron, synonyme de sixième vague de contamination. Certains ayant vu à travers cette information l'imminence ou des signes précurseurs d'une guerre bactériologique. On en parlera avec notre invité dans le cadre de cette livraison de votre émission d'entretien sans langue de bois. On parlera également de la crise en Ukraine avec ses positions plutôt divisées sur le continent africain. À l'issue d'une assise du Conseil de sécurité le 2 mars dernier, une vingtaine d'États s'étaient abstenus de voter la résolution exigeant à la Russie d'arrêter de faire usage de la force en Ukraine. Et puis on parlera en première partie de cette émission d'intégration sous-régionale. On analysera autant que faire se peut la zone de libre-échange continentale africaine avec en toile de fond cette fois-ci le fonctionnement de l'Union africaine. C'est la première partie de cette émission sans langue de bois. Ce soir, l'instant de vérité sera donc consacré à cette partie avec notre invité. En deuxième dorsale, il sera question d'échanges thématiques dans le cadre du duel des ténors. Notre invité ce soir aura donc deux contradicteurs sur des thématiques précises. Notre invité ce soir pour cette émission d'entretien sans langue de bois n'est autre que le docteur Melvin Eboutou. Vous êtes internationaliste. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Sanjo, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci de me faire l'honneur de me recevoir une fois de plus dans votre magnifique studio. Alors, on parle beaucoup, à l'actualité internationale, évoque beaucoup le cas de la découverte de la souche Omicron, précisément à Shanghai. Certains y ont vu des signes précurseurs d'une véritable guerre bactériologique. Alors, c'est vrai que je ne suis pas spécifiquement un adepte des théories complotistes, mais d'aventure, il y a des formes d'actualité résurgentes qui peuvent interroger. Parce qu'à force de les voir revenir, on peut s'interroger sur non seulement la ponctualité de ces sujets, mais également l'opportunité de celle-ci. Et il me semble que depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19, découverte en Chine, il y a eu déjà un certain nombre de remous en termes d'expectatives de quelques analystes sérieux, sans point tout, qui disait que cela pourrait rentrer dans le cadre d'une troisième guerre mondiale qui serait cette fois-là bactériologique. Mais en même temps, il faut rappeler qu'il n'y a pas encore eu de faits établis scientifiquement prouvés, épatants, pour aller valider ce type de thèse. Et donc, en cela, il me semble que on peut s'en tenir à ce qui aujourd'hui est mis en avant, à savoir qu'effectivement des chercheurs font leur travail scientifique et ont découvert une certaine anomalie concernant un virus, et aujourd'hui il y a d'autres chercheurs qui sont mobilisés pour voir dans quelle mesure travailler à l'atténuer ou alors en empêcher sa divulgation. Parce que, voyez-vous, il y a que aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut mettre en avant comme thèse complotiste ou pas, il faut quand même rappeler à la mémoire collective de ceux qui nous écoutent que d'un point de vue réaliste, et ça c'est une école des relations internationales, l'école des réalistes, on peut quand même constater qu'il y a un capitalisme outrancier qui fait que quand on observe le fonctionnement des firmes pharmaceutiques, quand on observe le fonctionnement des firmes industrialo-militaires, qui, eux, ne sont là que pour faire du bénéfice et parfois dans des conditions qu'on peut imaginer, consacrées par le néolibéralisme, on peut s'interroger sur cette venue comme cela, des virus qui n'étaient pas connus jusque-là, dont on n'a pas vu les prémices et dont on semble imposer l'actualité au monde. Et donc, oui, il faut certainement se questionner, être vigilant, mais péremptoirement affirmer que voilà, on pourrait y aller parce que cela est établi, je pense pas. Il y a un minimum de pincettes qu'il faut user quand on analyse ce genre de sujet assez sensible. Docteur Melvin Eboutou, on parle d'un virus d'à peine quelques nanomètres, mais qui réussit à dicter sa loi dans le cadre des relations internationales aujourd'hui, à plomber quasiment l'économie du monde. Comment on peut l'expliquer? Simplement parce que le monde est multilatéral. Le multilatéralisme, c'est un principe qui consacre l'interdépendance des États. Et cette multilatéralité impose le fait que quand une actualité se passe en Papouasie, en Malaisie ou je ne sais pas trop où, à la réalité au Cameroun, on peut se sentir concerné. Et avec la factualité que l'on sait, il y a qu'aujourd'hui, l'information circule et on sait qu'avec les nouvelles formes de conflictualité, il y a que
on voit très bien que certains États, en quête d'hégémonie permanente, travaillent à des nouvelles formes de guerre, travaillent à des nouvelles formes d'attaque pour asseoir et pérenniser leur hégémonie. Et donc, en cela, il y a aujourd'hui des spécialistes qui vous parlent des thèses de plus en plus qui tendent à consacrer des thèses d'une guerre bactériologique qui serait plus efficace, plus pertinente pour imposer une certaine hégémonie de ceux des États qui auront justement travaillé dans les laboratoires à mettre ces outils ou ces outils polémologiques, parce qu'il s'agit là de l'environnement de la guerre, il s'agit là d'un aspect belliqueux des relations internationales. Et donc, en cela, étant consacré que c'est un outil de puissance pour asseoir une hégémonie, il faut donc se dire que oui, même si cela a été découvert ailleurs, d'autres États se sentent forcément concernés. Alors, Dr Melvé Obuto, que pensez-vous de ceux qui soutiennent qu'après la guerre de 14-18 et de 40-45, la prochaine guerre pourrait être chimique? Alors, c'est aller un peu trop vite en besogne. On va analyser quelques éléments. Alors, ce qui est vrai et qui reste une constance, c'est qu'au lendemain des deux guerres, c'est-à-dire qu'après 1945, il y a eu un nouveau système international mondial qui a été mis en place. On est parti d'un unipolarisme pour plonger dans un bipolarisme. Par la suite, on a semblé plonger dans un unipolarisme sous le contrôle des États-Unis. Et cette fois-ci, on est dans le multilatéralisme, notamment ce qu'on appelle l'approche multipolaire. C'est-à-dire que quand vous regardez et observez tel que les relations internationales fonctionnent aujourd'hui d'un point de vue étatique, vous voyez très bien qu'il y a deux diopoles qui maintiennent un certain équilibre mondial. Le diopole eurasiatique, c'est-à-dire avec deux hégémons qui sont la Russie et la Chine, et de l'autre côté, on a le diopole occidentalo-américain contrôlé par les États-Unis et des pays de l'Europe de l'Ouest, certains pays de l'Europe de l'Ouest, la France, etc. Et ce sont ces pays-là qui imposent aujourd'hui, qui donnent le ton dans le multilatéralisme dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Et il ne me semble pas du tout opportun de dire de penser que forcément le nouveau système international sera conditionné par une attaque chimique. Vous savez qu'il y a des spécialistes avec des analyses très pertinentes qui rappellent qu'à la lumière de la guerre russo-ukrainienne à laquelle on assiste aujourd'hui, on pourrait assister à une permutation ou alors à un accouchement, peut-être par césarienne, d'un nouveau système international. Quand on voit toutes les imbrications sur le plan géopolitique, géoéconomique et même géostratégique que cette guerre-là implique, on pourrait revenir plus en profondeur tout à l'heure dans le cadre de cette guerre-là proprement dit. Très bien. Comment vous percevez le fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé qui, au début de cette pandémie, avait prédit quasiment l'apocalypse sur le continent africain? Alors, c'est une question très très intéressante parce qu'elle me rappelle un débat très chaud qu'il y a eu il y a 2 semaines du côté de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est au Sénégal, de la Mauritanie, où il y a eu un très grand colloque international organisé par le CODESRIA avec la FIDEL, l'IRD, sur des questions qui mettaient sur la table le fait de repenser les futurs Africains. Et donc, tous les chercheurs africains imminents que vous pouvez imaginer, y étaient Bachir Diaye, était Gérard Chimbembe, Felwinsa et les autres. Et il y a eu une thématique très intéressante sur la décolonisation des savoirs. À la réalité, le débat justait entre les postures scientifiques du Nord et celles du Sud. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que je veux dire. Parce qu'à la lumière du Covid-19, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les thèses épistémologiques qui tendaient à consacrer justement les thèses venues du Nord, c'est-à-dire un certain nombre de théories qui pensaient que c'est la littérature venue du Nord qui peut dominer et encadrer théoriquement la littérature du Sud, que c'est ça qui va justement encadrer les analyses de ce qui deviendrait en termes de chaos prédit par cet Occident-là et promu par les médias mainstream occidentaux du Covid-19. On avait prédit l'hécatombe, on a prédit un défaitisme, ça allait dans tous les sens. Malheureusement, à la lumière des faits, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a bien vu que ce fut plutôt le contraire. Cette Afrique-là, dont on a prédit toutes les formes de chaos, c'est elle plutôt qui s'est retrouvée en train de proposer des solutions au monde. Et on a même vu une espèce de panafricanisme thérapeutique se mobiliser. On a vu, par exemple, Madagascar, je crois, où découvrir une thérapie et voir le président de Guinée équatoriale rappeler, demander, dépêcher tout un Africain, tout un monde pour aller s'emparer d'un certain nombre de produits, ainsi de suite. On a vu une certaine interchangeabilité de produits qui pourrait aider à impulser la dynamique
africaine ou panafricaniste qui tardent justement à être dynamisée. Et donc, pour répondre donc droitement à votre question, il n'y a qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus penser d'un point de vue épistémologique à partir des données, à partir du cadre théorique, à partir des théories mobilisées par le Nord. Il y a aujourd'hui une décolonisation des postures, une décolonisation des actions, une décolonisation des littératures, des savoirs, à la limite des actualités multiples, plurielles, qui frappent l'Afrique aujourd'hui, qui font que, effectivement, l'Afrique commence à avoir son mot à dire d'un point de vue empirique, c'est-à-dire ça se justifie à partir des expériences et des données. Vous parlez de l'Afrique qui a son mot à dire donc désormais, mais cela nous permet d'embrayer sur le deuxième sujet concernant la crise entre l'Ukraine et la Russie. On a pu constater que la classe politique africaine était quasiment divisée sur la question de l'intervention de la Russie en Ukraine. Une vingtaine de pays africains s'étaient abstenus de voter. Est-ce que l'Afrique peut parler unanimement autour de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie? C'est difficile de répondre à votre question. Et d'ailleurs, vous commencez à donner les prémices à votre question, les prémices de réponse à votre question. Est-ce que l'Afrique peut parler unanimement? Et vous avez convoqué un exemple qui peut mobiliser notre lecture, qui peut nous aider à mobiliser une lecture. Vous avez rappelé le cas de la résolution du 2 mars dernier à l'ONU qui invitait les États membres de l'ONU à se prononcer sur le fait qu'effectivement la Russie ne devait plus attaquer l'Ukraine. La Russie devait arrêter toute attaque belliqueuse vis-à-vis de l'Ukraine. Et on a bien vu que sur les 193 États que comptent les États membres de l'ONU, il y en a 141 qui ont voté pour, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que la Russie arrête toute attaque belliqueuse. Je dis bien 141 sur 193. Et pour le cas africain, il y a eu 28 pays sur les 54 États, donc un peu plus de la moyenne. On est là dans les 31%, s'il fallait parler en termes de pourcentage. L'extension, je crois qu'on est dans les 17 pays sur 54. 8 pays ont décidé de ne pas être là, parmi lesquels le Cameroun. 8 pays ne sont même pas venus à cette résolution-là. Et un seul pays, a voté contre, c'est-à-dire a décidé de soutenir la Russie, l'Érythrée. Donc, alors, ça répond tout de suite à votre question, d'un point de vue formel. C'est qu'on ne parle pas jusqu'à présent d'une même voix. On ne parle pas. Je voudrais qu'on m'oppose d'autres raisonnements intellectuels, viables, scientifiques, qui démontrent ce que je suis en train de dire. Qui démontrent ce que je suis en train de dire. On ne parle pas d'une même voix. Et c'est d'ailleurs le problème de l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, à savoir que nous sommes toujours allés à volo. Est-ce que ce n'est pas dû aux intérêts géopolitiques, justement? Oui, il y a des intérêts géopolitiques parce que... ce qui puise la raison dans l'histoire. Il faut bien savoir que, du point de vue de la colonisation, l'Afrique aujourd'hui, qui n'est pas totalement sortie, les États africains qui ne sont pas totalement sortis de la colonisation, continuent à fonctionner derrière des relais alliés. C'est-à-dire qu'il est difficile de parler des pays de la zone francophone, Afrique francophone aujourd'hui, sans mettre en tête comme hégémon la France. C'est-à-dire que même s'il y a un processus de décolonisation en place, en marche, il y a que, effectivement, la France continue d'avoir une mainmise sur ces anciens précarés. Et ça démontre clairement que l'Afrique ne peut pas avoir les mêmes positions. Si la France se retrouve à avoir une position au niveau international, forcément, elle attend que ces États qui étaient dans sa coupole hier l'accompagnent dans cette posture-là. Et il y a même une autre explication. Vous savez que l'organisation panafricaine, peut-être on y reviendra, qui porte un peu le panafricanisme aujourd'hui et qui est l'Union africaine, elle-même, elle est le fruit d'une dissonance idéologique, d'une diverse idéologique. C'est-à-dire que si vous puisez dans l'histoire, vous remarquez que ce soit l'ancêtre OUA qui a finalement accouché de l'UA en 2000, la création est par des divergences idéologiques. On a eu d'un côté le bloc de Brazzaville qui s'est imbriqué dans le bloc de Casablanca, qui était tenu par les gens comme Kwame Nkrumah, la figure la plus révélatrice du panafricanisme aujourd'hui quand on parle du panafricanisme contemporain. Et à côté, ils se sont opposés au bloc de Monrovia porté par le William Tubman et le Houphouët-Boigny et Téchiera, qui pensaient que l'Afrique devait continuer à marcher progressivement avec les États coloniaux d'hier, le colon d'hier, pour aller vers son autodétermination. Donc c'est en fait le bloc de Monrovia qui continue aujourd'hui un peu à régir les rapports de nos États. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a dissonance, il n'y a pas convergence de points de vue, et sur la scène internationale, c'est manifeste. Très bien, vous parlez de l'Union africaine, on en parle justement en convoquant 3 des 5 fonctions de la diplomatie, la protection, la négociation et bien évidemment la coopération. Si je m'arrête sur ces 3 fonctions de la diplomatie,
lequel marche le mieux à l'Union africaine? Certainement, certainement la médiation dans une certaine mesure, mais en même temps, on dirait plutôt qu'il faut renforcer cette médiation-là. Parce que les peuples, on ne ressent pas véritablement si, d'un point de vue judiciaire, on peut conditionner un certain nombre des hégémons qui aujourd'hui engagent des crises à la tête de leurs États, qui conduisent un certain nombre de chaos à la tête de leurs États, à justement aller dans le sens de la bonne gouvernance en les jugeant à l'autel justement d'une cour africaine de justice comme celle-là. Et un autre exemple, pour finir, parce qu'il y en a tellement, je peux convoquer l'aspect, disons, parlementaire. Oui, l'aspect parlementaire ou législatif, voilà, l'aspect législatif. Vous savez qu'on a un parlement panafricain qui est là et qui fonctionne depuis 2014. Il a été presque dynamisé et tout. Mais quelle est la loi aujourd'hui sur laquelle on peut véritablement s'accrocher en tant qu'Africain et dire que oui, c'est grâce au Parlement panafricain qu'aujourd'hui on peut convoquer telle loi pour effectivement aller dans le sens de penser qu'il y a une innovation qu'on peut apporter dans tel ou tel secteur de la vie africaine. Donc, c'est un débat en cours. Il y a certes eu des choses qui ont été faites, mais il y a des réformes qu'il faut forcément impulser pour renforcer une union qui pourtant porte le panafricanisme, mais qui malheureusement n'a pas encore véritablement atteint le déclic que nous souhaitons pour parler au même titre que l'Union européenne. Très bien. Vous parliez de ce déclic, j'aimerais qu'on aborde justement la zone de libre-échange continentale africaine qui fait partie des mesures d'accélération de l'intégration régionale. Avez-vous le sentiment que son implémentation est en train de porter des fruits? La preuve. La preuve. Vous savez, chaque fois que l'on parle de ces questions-là, des questions d'intégration, je vois tout de suite la question du panafricanisme. Et quand je vois la question du panafricanisme, je vois la figure symbolique qui incarne le mieux le panafricanisme dans la mémoire collective contemporaine, c'est-à-dire Kwame Nkrumah. Et qu'est-ce que Kwame Nkrumah disait quand il parlait du panafricanisme? Il disait que le panafricanisme, pour lui, c'était une zone en termes de marché commun. Vous voyez, ça vous rejoint dans votre question. C'était une diplomatie commune, c'était une armée commune. Vous comprenez un peu ça? Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces piliers-là, qui fondent le panafricanisme au sens politique de Kwame Nkrumah, est-ce que ces piliers-là sont atteints aujourd'hui? Que non, la preuve. Regardez très bien ce que vous appelez marché commun. Comment cela est contrôlé seulement par des politiques qui y ont intérêt à ce qu'effectivement les peuples ne se rencontrent pas, malgré un postulat qui tend de plus en plus à aller vers ce qu'on appelle le panafricanisme d'en bas. On a l'impression que le panafricanisme d'en haut, là je parle là comme Hamzat Boukari, qui continue de tenir justement ce panafricanisme d'en bas de manière à ce qu'on ne ressente pas toujours la volonté des peuples. Pour sortir de ce sujet, avant d'aborder la deuxième dorsale de cette émission qui sera donc consacrée au duel des ténors avec vos deux contradicteurs, quelles sont les solutions pour une accélération de l'intégration régionale en Afrique? Il y en a plusieurs. Je peux vous renvoyer aux écrits de Michel Kounou qui a parlé du panafricanisme rénové et j'y adhère totalement. Il faut rénover le panafricanisme, il faut le dynamiser, il faut sortir de la vision passéiste qui veut que chaque fois qu'on parle de panafricanisme, que cela reste campé sur l'aspect historique, comme si en réalité on se limitait à une sorte de psalmodie de notre histoire sans véritablement en exhumer ce qui peut nous permettre d'avancer à la lumière des actualités actuelles. Et à la lumière des actualités, qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien que ce sont les pôles qui dominent le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un État-continent comme les États-Unis d'Amérique ne peuvent plus absolument totalement imposer leur diktat aux États européens, les États européens de l'Ouest, simplement parce que les États d'Europe de l'Ouest ont compris que en renforçant du point de vue institutionnel l'Union européenne, ils pourraient faire un contrepoids. Et c'est pour cela que l'Union européenne est forte aujourd'hui. Les pôles, quand vous regardez, ce sont des pôles. Donc le monde aujourd'hui s'est réuni en pôles. Et cette multipolarité aujourd'hui garde un certain équilibre mondial. Seuls les Africains tardent à comprendre que nous ne serons plus forts que si on donne matière à substrat dans un pôle qui est déjà en place. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gemmes qui se voient à travers l'Union africaine. Mais qu'est-ce qu'on fait pour y donner une matière conséquente de manière à ce que, quand l'Union africaine donne une voix,
un conflit, une crise majeure, qu'on sente que les Africains ont une voix et que nous aussi, nous nous déterminons sur la scène internationale. Le duel de ténor, c'est dans quelques minutes. À tout de suite. Albert Anatola ici, bonsoir. Bonsoir Yves. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Cactus. C'est un plaisir de vous avoir ce soir dans le cadre de cette émission Son langue de bois. Tout à fait, merci pour l'invitation. Je salue vos nombreux téléspectateurs. Face à vous, sur la thématique des coups d'État en Afrique. Vous avez 15 minutes d'échange. Je voudrais, si vous permettez. Allez-y. Déjà, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention sur les précédentes thématiques que vous lui avez suggérées. Mais je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il estime que l'Union africaine, c'est une... Lorsque vous avez une institution qui est financée à plus de 70% par l'Union européenne, ça cesse d'être une institution africaine, panafricaine. Deuxième chose, lorsque vous avez l'Union africaine ou bien les États-Unis qui siègent quelquefois comme membres c'est-à-dire non formels, ce qui n'est pas le cas du côté de l'Union européenne quand il s'agit de leurs affaires. Je pense que là, nous avons un problème. Tout à l'heure, il a convoqué quelques éléments qui militent en ce que aujourd'hui les Africains ne peuvent pas parler d'une seule et même voix. Justement, il faut donc convoquer, de mon point de vue, les accords coloniaux qu'il faut déjà démanteler parce que vous ne pouvez pas parler panafricanisme sans convoquer les accords coloniaux, sans convoquer justement l'unité politique, parce que c'est important l'unité politique pour aboutir aux solutions qu'il a essayé de suggérer. Maintenant, je voudrais, en ce qui concerne le vous allez réagir, hein, docteur, oui, il va réagir sur cette question. Maintenant, en ce qui concerne la thématique qui pose sur le pétrolianisme, bon, alors, docteur, alors, quel est votre regard? Quel regard portez-vous relativement à la résurgence des coups d'État en Afrique et plus particulièrement ces derniers temps des coups de l'Afrique de l'Ouest? D'abord, je réponds rapidement à votre première remarque. Non, je crois que vous devrez renouveler vos données, vous devrez les mettre à jour. Au sortir d'ici, tapez, allez-y sur le site de l'Union africaine ou alors des think tanks célèbres et populaires qui ont pignon quand même dans les domaines de la recherche comme International Crisis Group qui mène des recherches pointues dans ce sens-là. Vous remarquerez que l'Union africaine n'est pas financée à hauteur de 70%. C'est-à-dire qu'il y a des organisations techniques, des institutions techniques à l'intérieur de l'Union européenne qui continuent aujourd'hui d'accompagner l'Union africaine et on parle d'une hauteur de 30%. C'est écrit. Peut-être vous avez voulu exagérer un peu. Maintenant, quand vous dites que quand on parle de panafricanisme, il faut absolument voir les accords de coopération, etc. Je crois qu'on va un peu dans tous les sens. J'aime pas des accords coloniaux. Les accords coloniaux. Il faut parler avec des référents. Le panafricanisme n'est quand? Quel est son but de départ? Quelles étaient les missions de ses pairs? C'est tout un cours que je peux faire là-dessus. C'est-à-dire que le panafricanisme est antérieur même à sa création. C'est-à-dire que si on fait l'historique ou alors la généalogie du panafricanisme, vous verrez que la date 1900 consacre seulement l'esprit et accole le nom à un mouvement qui existait déjà. Haïti, c'est le panafricanisme. Le Libéria, c'est le panafricanisme. L'Égypte, le panafricanisme. L'Éthiopie, c'est le panafricanisme. Donc, c'est un mouvement d'unité. C'est un mouvement de solidarité qui repoussait l'idée selon laquelle l'Afrique n'avait pas d'histoire. C'est d'abord ça, l'esprit panafricaniste. Allez-y relire les âmes du peuple noir de Webb Dubois. Allez-y relire les mémoires de quelqu'un comme qui a eu un conflit d'ailleurs, Marcus Garvey, qui a eu un conflit avec Webb Dubois. Allez-y relire les conclusions de la première conférence panafricaine de 1900. Donc, vous comprendrez que c'est d'abord un mouvement qui visait un idéal unitaire. Et donc, vous avez un peu sauté, c'est un bon, pour nous retrouver dans les accords coloniaux. Les accords coloniaux, c'est la rencontre entre l'Europe et un certain nombre d'États africains qui se sont retrouvés à la veille des indépendances à signer rapidement, à la hâte, un certain nombre d'accords tacites pour que le colon parte en fait en restant, pour parler comme René Dumont. Donc, voilà ce que je peux dire pour le cas. Et maintenant, pour répondre à votre question, vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire, je crois?
Pourquoi? Votre lecture de la résurgence, n'est-ce pas, des coups d'État, des coups d'État militaires en Afrique, et plus, très bonne question. Et plus particulièrement du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'actualité. Très bonne question. Je crois que on ne peut pas dissocier le fait qu'il y ait une volonté de transition à la tête de l'État avec les transmutations populaires. Je m'explique. Si vous vous rappelez du printemps arabe, vous verrez très bien que c'est parti de certaines classes qui étaient déterminées à les porter jusqu'au bout. Et donc, ceux qui, à un moment, les hégémons qui, à un certain moment, s'affranchissent de ces frustrations sociales avec les aboutissements ou alors les imbrications qui portent finalement les hégémons à la tête de ces États-là. Ça veut dire quoi en un mot? En un mot, on voit très bien que ceux qui arrivent n'y arrivent pas ex nihilo. Ils partent parce qu'ils profitent d'une situation, ils partent parce qu'ils profitent d'un contexte, lequel contexte est souvent favorable, prédispose souvent à des crises au sommet de l'État, et ils en profitent en tant que bons opportunistes pour justement s'imbriquer. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on voit souvent que ces mouvements, pour la plupart, vous avez parlé d'Afrique de l'Ouest, si vous prenez le cas de la Guinée-Conakry ou du Mali, tous ces hégémons qui sont à la tête de ces États-là sont aujourd'hui adoubés d'un point de vue populaire. Et pourquoi ils sont adoubés? Ils sont adoubés simplement parce qu'ils portent le mieux leur cause qu'ils ont défendue. Alors, moi, je voudrais rebondir sur votre réponse pour vous poser une question simple. Alors, vous avez pris l'exemple du Mali, où la légitimité justement des autorités de transition a été contestée par un certain narratif qui vient de l'autre côté pour contester la légitimité. Oui. Alors, de votre point de vue, à la lecture de cette actualité-là, est-ce qu'on peut croire aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de penser que la légitimité démocratique telle qu'impulsée ou bien prônée par les autres pose un problème à s'implémenter sur le continent africain, ou bien désormais on peut légitimer les coups d'État du point de vue de ce que vous avez dit, c'est-à-dire la légitimation des frustrations sociales? Attention, faut faire il y a une précision. Je ne justifie pas, je donne une explication. Je ne justifie pas, je donne une explication. C'est moi qui pas de justifier. Ok, d'accord. Oui. Donc, je reprécise en disant, en fait, je donne une explication d'un point de vue scientifique, je suis un chercheur. Maintenant, pour répondre à votre question, je vais convoquer deux exemples rapidement historiques. Vous savez, lors de l'assassinat de Muammar Kadhafi le 20 octobre 2011, vous avez vu tous les États européens applaudir, acclamer cela. Le secrétaire général de l'OTAN a d'ailleurs dit qu'au nom de l'OTAN, des pays membres de l'OTAN c'est quand même 30 membres aujourd'hui, des pays européens de l'Europe du Nord, dire que véritablement on venait de sauver l'Afrique d'un dictateur parce qu'il ne respectait pas les canaux démocratiques. Et le seul qui a pu tenir un discours qui épousait aujourd'hui ce que nous pensons, c'était un certain premier ministre de l'époque qui s'appelait Vladimir Poutine. C'est un premier ministre russe à l'époque qui s'appelle Vladimir Poutine, qui est devenu aujourd'hui président. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il ne comprend pas cette espèce de démocratie canonnière. En réalité, dans l'esprit de la démocratie tel qu'on nous l'a imposé, il y a un mirage. Il y a un mirage d'expression populaire qui veut qu'on pense qu'en réalité, la majorité doit dominer les autres. Qu'on pense que la voix du plus fort est toujours celle qui doit être consacrée. Je postule, à mon niveau, pour une démocratie consensuelle, qui est d'essence africaine. Là, c'était quoi? C'était le consensus. C'est-à-dire que 49 plus 51, 50, pas parce que tu as eu 51 et que j'ai eu 59 et que j'ai eu 49 que tu vas me dominer. Parce que j'ai eu 49, tu dois reconnaître qu'à la réalité, j'ai également une certaine légitimité à porter. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'assied sous l'arbre à palabre, on discute et puis on dégage un consensus. C'était ça l'essence même de l'arbre à palabre. Donc, non, là, il faut dire que la démocratie telle qu'imposée, la démocratie du point de vue occidental, ne fonctionne plus aujourd'hui. Elle a montré ses limites. Et là, je suis entièrement d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut aujourd'hui décoloniser. Vous voyez, le mot décoloniser revient. Il faut décoloniser ces postures, ces savoirs qu'on nous a imposés pour justement nous autodéterminer. Alors, tout le monde a tendance à condamner des coups d'État. Là, il va vous poser une question qui fâche très souvent, justement, les bons pensants, les politiquement très corrects. Alors, est-ce qu'un militaire à la tête de l'État qui vient par un push, si vous voulez, un push, ça pose un problème. Est-ce qu'il ne peut pas être capable de gérer un État? Parce que nous avons des exemples de ceux, je prends le cas des États-Unis, vous avez eu, les États-Unis ont connu l'autre 34e président, c'était
un militaire, c'est un soldat. Il n'y a pas de David Eisenhower. Effectivement. Alors, pourquoi est-ce que le narratif qui vient de l'autre côté, une bonne affaire du point de vue politique, du point de vue démocratique, Sankara aujourd'hui qui est devenu une icône panafricaine, c'était quand même un militaire. Alors, je prends une autre icône pour ajouter. Je parle du cas de Djeli Roulis, du côté du Ghana, qui a quand même démocratisé. Vous avez raison. Ils sont nombreux. Hosni Moubarak, ils sont nombreux. Muammar Kadhafi, ainsi de suite. Feu Idriss Déby, ils sont nombreux qui sont des militaires. Donc, ce que je dis, c'est que il faut bien écouter ce que je dis. Nous, du point de vue principiel, du principe, il n'est pas toujours bon que une crise vous porte. Une crise armée, hein, un coup d'État vous porte à la tête de l'État. Il y a des voies consacrées qui peuvent vous amener à jouer d'une certaine légitimité pour justement travailler pour ces légitimités-là à la tête de l'État. Donc, du point de vue du principe, oui, vous avez convoqué de très bons exemples. On a bien vu que même si on peut critiquer la manière avec laquelle ces gens-là sont arrivés au pouvoir, il n'y a qu'une fois, là, ils se sont affranchis et ont travaillé, certains sont entrés dans l'histoire. Djeli Roulis est aujourd'hui une icône ad vitam aeternam dans la mémoire collective ghanéenne. Le sankarisme, c'est pratiquement une religion. J'étais au Burkina Faso, c'est pratiquement une religion chez les jeunes burkinabés aujourd'hui. Je vais d'ailleurs à un colloque dans 2 mois, encore au Burkina, où le colloque est carrément baptisé le sankarisme vision panafricaine. Vous voyez un peu. Donc, il y a, et ça rejoint dans ce que je disais précédemment, il y a manifestement une volonté, en fait un intérêt à aller vers une démocratie consensuelle qui est née sous la Bapalab et qui est d'essence africaine. Mais alors, là, je vais saisir la pêche que vous m'entendez. Bon, alors, je pense là, vous posez peut-être, sans le dire de manière licite, une réforme, n'est-ce pas? Je veux dire, il est question de réformer peut-être la vision démocratique telle que suggérée par les autres qui pensent que l'Afrique, parce que moi j'aime toujours parler du continent africain, parce qu'il faut toujours prêcher pour sa chapelle. Est-ce que il n'est pas possible aujourd'hui de pouvoir penser une autre forme politique pour amener justement l'Afrique à s'émanciper, puisqu'il est question aujourd'hui d'amener l'Afrique à s'émanciper, à ne plus être cette rente géopolitique que vous avez tout à l'heure convoquée dans votre propos initial au niveau des instances internationales. Est-ce qu'il n'est pas question pour l'Afrique justement de pouvoir s'inventer un modèle démocratique? Ce n'est pas le génie qui manque. Vous savez, la démocratie telle qu'elle s'applique aujourd'hui dans les États africains, elle est d'essence coloniale, elle est d'essence occidentale. Et cette démocratie-là a montré ses limites. L'Afrique a du génie pour inventer des nouvelles formes de démocratie ou alors de gestion populaire. Vous avez entendu parler de la Jamaria? La Jamaria, c'était quoi? C'était une gestion du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que comment ça se passait? Kadhafi avait eu le génie de créer une espèce de gouvernance qui commençait depuis ce qu'on appelle les comités de base, où des jeunes pouvaient se retrouver et penser une idée. Et dit par exemple, nous avons besoin de puits ici, et voilà. Il soumettait cette idée-là au conseil des sages du quartier, lequel conseil des sages soumettait au conseil de la ville, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ces résolutions-là arrivaient au niveau du Parlement. Et Kadhafi ne faisait que les entériner à partir d'un conseil qui l'entourait. C'est ce qu'on a appelé la Jamaria. Et vous avez vu ce que la Jamaria a produit. On vous a dit, allez, je vous renvoie là à un ouvrage très intéressant sur la Libye de Kadhafi, écrit par le professeur Pondi, que vous connaissez très bien, Pondi, oui. et qui rappelle que sous la Jamaria, pas de logement, pas de facture d'eau, un enfant qui naissait avait déjà un logement, ainsi de suite. C'est des avantages qu'on n'a pas vus dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'Afrique a du génie. Je crois qu'il est question de visionnaires, de réels visionnaires. Et l'Afrique en a connu des gens qui sont capables aujourd'hui de dire, OK, nous tranchons avec l'ordre occidental tel qu'on nous l'a imposé, voici ce que nous allons faire. On peut multiplier les exemples. Vous savez, quand Kwame Nkrumah rentre en Afrique en 1947 et dit que, voilà, après ces batailles, après avoir fait la prison et tout, et quand il se retrouve à la tête du Ghana, et que les Ghanéens lui disent, il faut que tu travailles absolument pour nous, parce que c'est nous qui t'avons porté là. Il dit non, en réalité, le Ghana est un prétexte, une espèce de wagon pour aller vers un État fédéral africain. Il commence à expérimenter
une vision d'ouverture à partir du Ghana, qui n'était qu'un prétexte pour lui. C'est comme cela qu'il a commencé à faire venir un certain nombre de panafricanistes, Webb Dubois, vous savez qu'il est presque mort au Ghana, ainsi de suite. Vous savez qu'il y a eu l'axe Ghana-Guinée-Conakry. Et cet axe-là, c'était quoi? Quand la France décide de lâcher Sékou Touré et que la France décide de partir avec ses conseillers techniques en détruisant son matériau qui existait, qu'est-ce que la Guinée-Conakry fait? Elle se retourne vers Kwame Nkrumah. Et Kwame Nkrumah finance l'État guinéen. Et on voit par là une espèce de solidarité africaine qui se met en place et une gouvernance qui fait que jusqu'à aujourd'hui, dans la mémoire collective des Guinéens, ils n'ont jamais oublié ce que le Ghana fait pour eux. C'est des formes, je peux comme ça multiplier pour dire que c'est des formes de gouvernance qui sont des visions, mais qui sont impulsées. Il faut des visionnaires, il faut des gens qui ont le courage de leurs actions pour dire, écoutez, voici ce que je pense. On ne peut pas toujours se lancer dans un conformisme parce que la démocratie occidentale, telle qu'elle se meut aujourd'hui, c'est un conformisme imposé par notre hégémonique occidentale. Alors, dernière question pour sortir de la CEDEAO qui sanctionne le Mali, qui sanctionne accessoirement le Burkina Faso, accessoirement la Guinée-Conakry, votre réaction, surtout lorsque ces sanctions sont soutenues par un pédant français et l'Union européenne? Non, la réaction est connue. Vous savez, mon positionnement idéologique est panafricaniste. Et on sait aujourd'hui qui sont à la tête de la CEDEAO. Quand vous prenez M. Ouattara, on ne peut franchement rien attendre en termes d'appui. J'ai convoqué un exemple historique clair tout à l'heure, le cas de la Guinée-Conakry. Lors de la communauté franco-africaine que le général de Gaulle propose aux États africains, et que Sékou Touré décide de refuser cette histoire-là, la France décide de punir la Guinée-Conakry. Et la suite, vous connaissez. Mais c'est l'esprit de la chose que je voudrais vous faire remarquer. C'est-à-dire que la France, chaque fois qu'elle a une espèce de ces anciennes colonies qui se lèvent contre elle, elle frappe de la plus violente des manières. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le paternalisme techniquement. Et on voit aujourd'hui que la France ne veut absolument pas pardonner au Mali, ne veut absolument pas pardonner une espèce de velléité malienne en termes, vous avez vu, c'est inédit. Les dirigeants maliens qui demandent à la force Barkhane de partir, à la force Takuba, diversifient les partenariats en se pliant vers la Turquie, vers la Russie, c'est inédit. Donc on se serait attendu à ce que, dans un élan panafricaniste, que ces pairs de la sous-région viennent le soutenir pour dire vraiment nous attendions une espèce de déclic, voici, on se met dans le canal, allons-y. Mais qu'est-ce qu'on voit? On a imbriqué tous ces dirigeants de la CEDEAO là, et c'est aujourd'hui qu'ils prennent malin plaisir à appuyer sur quelqu'un qui a de la peine à respirer. Merci Anatole Aïssi pour cette première phase d'échange dans le cadre du duel des ténors. Je vous retrouve, Madame, Monsieur, dans quelques minutes pour le deuxième duel des ténors sur For You TV. Panafricaniste et vous allez aborder la question de la gouvernance, thématique que j'ai voulu nourrir un tout petit peu par l'ouvrage de René Dumont. L'Afrique noire est-il finalement mal parti? Face à vous. Merci beaucoup, merci Yves, merci à tous les téléspectateurs, merci à votre invité. C'est le docteur Melvin Mboutou. Non, David Mboutou. Ok, d'accord. Moi, c'est Christian est là. Heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et je voulais déjà vous poser deux questions avant qu'on aborde la gouvernance, l'élan de l'Afrique par rapport à la gouvernance. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a en ce moment en France, au niveau du musée de Quai Branly, j'espère que ce musée vous dit quelque chose, une exposition d'art traditionnelle et culturelle camerounaise. Ça concerne vraiment la culture venant de l'Ouest. Hein, c'est baptisé la route des chefferies. Oui, la route des chefferies. Voilà. Je voulais savoir quel est votre avis par rapport à ça, avant qu'on parle un peu de la gouvernance. Il y a tout un travail aujourd'hui en termes de repatrimonialisation de la culture des symboles africains. Ça, c'est connu. Il y a un grand colloque qui est organisé, je crois, au mois d'octobre, au Bénin, dans la ville de Ouida, pour justement discuter des symboles et des figures culturelles
africaine, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand débat entre scientifiques, entre chercheurs qui se mènent, et puis lequel débat s'y est mêlé des activistes de la société civile pour amener les États occidentaux qui, lors de la colonisation, en ont profité pour transporter des figures chargées de symboles africaines dans des bibliothèques, en fait, dans des où certains institutionnels, certains hégémons y vont doucement, ou alors d'un point de vue populiste, on voit certains activistes aujourd'hui, je pense à ce Congolais-là, qui mènent tout un mouvement, on ne peut pas partager sa méthode, mais cela a le mérite au moins d'exposer à la face du monde un certain nombre d'états, un certain nombre de faits qui sont des faits historiques et qui méritent d'être connus par les nouvelles générations, à savoir qu'il y a aujourd'hui un héritage qui revient à l'Afrique, un héritage culturel qui est presque confisqué et qui doit nous revenir de droit. Oui, je ne vous coupe pas, mais je voulais voir votre avis par rapport au comportement de nos chefs traditionnels qui se sont retrouvés en train de quitter leur terre natale, leur peuple, leur population, pour aller, à mon sens, ça c'est mon mot, aller servir de caution morale et traditionnelle en Europe, dans un pays qui s'appelle France, pour valider le fait que ce soit l'Occident qui présente au monde, qui expose au monde la culture africaine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. C'est-à-dire, je quitte mon pays, je m'en vais dans le pays de celui qui m'a volé et je m'en vais l'aider à exposer ce qu'il m'a volé. Je vais vous donner un cas simple. C'est que le Bénin, il y a quelques mois, il y a peut-être 6 mois, le Bénin a récupéré 26 objets d'art sortant du musée du quai Branly. Nos chefs traditionnels camerounais sont partis dans ce même musée pour valider une exposition qui va courir jusqu'au mois de juillet. Et aucun chef n'a pensé à demander la restitution des objets qui ont été volés. Et donc, quelle est la question? La question, c'est que je vous ai suivi tout à l'heure. Oui. Dans votre approche, vous avez parlé de l'histoire. Vous avez dit qu'il ne faut pas que les Africains s'arrêtent dans l'histoire. Il faut que les Africains... Dans l'histoire. Oui, il faut... Oui, je vais vous dire. Vous avez dit à un moment qu'il faut pouvoir... S'autodéterminer et ne pas rester dans la vue historique. Et n'est pas... Voilà. N'est pas plongé dans une sorte de psalmodie. Voilà, exactement. Contemplative de l'histoire. Donc, je vais vous dire, la question, c'est quoi? C'est que, comment vous concevez qu'un chef traditionnel africain, je vais vous parler, par exemple, du trône du chef Bamoun, du sultan Bamoun, qui est dans ce musée. Comment ça se fait que, selon vous, comment ça se fait que, historiquement, un chef traditionnel quitte le Cameroun et arrive en France et ne pense pas à réclamer au moins ce trône qui appartient au peuple Bamoun? Est-ce qu'on peut oublier ça? Est-ce qu'on peut oublier ça? Alors, on peut rapidement puiser dans l'histoire pour dire que, si vous m'avez écouté dans mon prologue, je rappelais qu'il y a toujours une dissonance historique qui a caractérisé les rapports même entre Africains. Vous savez, si vous interrogez un événement historique qui a fait très mal à l'Afrique et au monde, parce que c'est un véritable crime contre l'humanité, la traite atlantique, la traite des Noirs, qu'on a appelée vulgairement la traite des Noirs, qui a concédé 3 continents, vous verrez très bien. Allez interroger l'histoire de Ouida au Bénin. Vous verrez qu'à partir du port de Ouida, qui était un comptoir colonial, qu'est-ce qui se passait quand les navires français, espagnols, portugais venaient accoster? Ce sont les chefs eux-mêmes qui amenaient leurs sujets pour les vendre, pour que tu sois un peu costaud, que tu aies des formes un peu déterminantes. On te vendait à vil prix pour justement mériter de cet nombre de prébendes. Et parfois, ces prébendes-là pouvaient être des honneurs qu'on les y consacrait. Cela rentre dans ce que d'aucuns ont appelé une forme de mentalité. Mais dans ce cas, ils ont été arrachés. Ils n'ont pas été vendus. Ces objets ont été spoliés lors du maquis. C'est-à-dire que, si je comprends bien votre question, je vais repréciser votre question à votre place, pour ne pas vous perdre vous-même. C'est-à-dire que vous semblez vous interroger sur le fait qu'aujourd'hui, il y a d'un côté certains chefs d'une partie de l'Afrique qui peuvent arriver dans un milieu où c'est reconnu qu'il y a un conflit historique qui nous lie avec ce milieu-là, et qu'eux, ils ont le courage ou alors la témérité de poser le débat, et qu'il y a des chefs d'une autre partie
de la même Afrique qui arrive et pose un comportement totalement inverse. Voilà votre question. Voilà mon question. Et donc, je réponds dans l'esprit de votre question en disant que cet esprit-là est fondamentalement africain. L'esprit de dissonance, de bipolarité existe en Afrique depuis j'ai convoqué la traite atlantique, ce qu'on a appelé la traite des Noirs. C'est-à-dire que ils n'avaient pas besoin de faire des guerres, ils n'avaient pas besoin d'entrer dans l'Interland pour payer à travers des modes de sel, à travers quelques honneurs, quelques bijoux qu'on donnait à quelques chefs, simplement parce qu'ils voulaient arborer quelques parures. C'est eux-mêmes qui prenaient des frères et leur donnaient. Donc c'est une mentalité qui évolue. J'ai rappelé tout à l'heure le cadre idéologique qui a créé l'OUA et par la suite l'UA, où on a bien vu que c'est deux mentalités différentes. D'un côté, on a vu des tenants de ceux qui, avec acharnement, disaient on fonctionne encore avec le colon. On a besoin du colon, c'est le colon qui va nous aider à nous autodéterminer. Et ce groupe-là, ça s'est appelé dans l'histoire le groupe de Monrovia, dirigé par le William Topman, les Houphouët-Boigny et Téchéra. Et c'est ce groupe-là qui a vaincu. Nous sommes dans le groupe-là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est eux qui ont consacré l'OUA et l'UA. Et en face, on avait quoi? On avait le groupe de Brazzaville qui s'est fondu dans le groupe de Casablanca, porté par les gens comme Kwame Nkrumah. Et c'est eux qui disaient tout de suite, il faut passer à l'action, il faut arrêter avec cette collaboration qui est en fait une collaboration léonine. Il faut dépasser cela pour aller vers les États, vers l'État fédéral africain. Vous voyez, c'est des mentalités différentes qui font que jusqu'à aujourd'hui, on continue de percevoir dans les mentalités cette posture, cette façon de faire. On a rappelé un cas tout à l'heure quand nous étions purement dans les relations internationales avec le vote de l'ONU. Vous avez très bien vu que la mentalité des hégémons centraux à la tête des États contraste un peu avec la mentalité populaire. Aujourd'hui, dans des pays africains, notamment Afrique francophone noire, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont contents. On applaudit la position de la Russie parce que la mémoire collective africaine se rappelle que Kadhafi, que Poutine était le seul, bien qu'il fût Premier ministre à l'époque, qui a soutenu, qui a défendu l'Afrique en condamnant la position de l'OTAN et des États européens quand on a assassiné Muammar Kadhafi. Et on n'a pas voulu rendre à Muammar Kadhafi, à Poutine, cette chandelle-là aux Nations Unies le 2 mars 2022. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment pouvez-vous imaginer que sur 54 États africains, que ce soit seul l'Érythrée qui est soutenu ouvertement. Vous savez, en diplomatie, c'est des cadres. Celui qui écoutez, j'utilise là les symboles, des exemples. Celui qui ne s'exprime pas consent, c'est comme ça. J'utilise là des exemples. J'utilise les exemples pour consacrer et vous démontrer qu'il y a toujours eu cette mentalité bipolaire. J'ai compris parfaitement votre point. Mais je voulais vous rappeler qu'en diplomatie, c'est des exemples. Je ne sais pas si vous êtes dans l'esprit de votre question. Quand on ne s'exprime pas, on consent. Nous, on comprend que les pays qui ne se sont pas prononcés et les pays qui sont même sortis de la salle ont envoyé un message. Et ce message sur le plan diplomatique, c'est qu'ils sont plutôt du côté de la Russie. Mais la réalité des faits, cher monsieur, est-ce qu'on peut avancer sur... Écoutez, pour ne pas oui. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent tirer des leçons. La réalité, c'est que sur 54 États, 28, c'est-à-dire 31%, ont décidé... Ça, c'est la réalité des chiffres, c'est pas la réalité diplomatique. Donc, c'est ça. La réalité diplomatique, quelle est la diplomatie? J'enseigne la diplomatie. C'est quoi la réalité? Mais la réalité diplomatique, c'est que pendant que il y a eu abstention ou bien absence de la délégation camerounaise dans la salle, il y a quand même eu réception de certains diplomates à étudier. Donc on comprend que... Les relations internationales, c'est un peu plus technique que ça. Oui, mais on comprend que le Cameroun aujourd'hui a une posture plutôt pro, même si elle n'est pas clairement dite, mais le fait de ne pas approcher la position... Est-ce qu'au moins j'ai répondu à votre question sur les chefs traditionnels? Vous avez essayé de répondre. Vous avez essayé de vous retrouver sur la question. Très bien, Christian, on va recadrer cette phase d'échange. Parlons de gouvernance. Oui. L'Afrique noire est-elle mal partie? Alors, je voulais demander au docteur, justement après toutes ces interventions, j'ai vu qu'à un moment, il était un tant soit peu politique, comment on va appeler ça, mondialisation. Et à un moment, il revient sur une défense vraiment avec des arguments très, très, très lourds sur le panafricanisme. Alors, je voudrais lui demander, est-ce qu'il croit en la gouvernance africaine? Parce que tout à l'heure, il a dit il faut vraiment que les Africains puissent se faire remarquer. Il a parlé de la Jamaïra Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que les Africains peuvent redéfinir leur propre vision
de la démocratie et leur propre façon de l'appliquer selon leurs méthodes. Est-ce que vous y croyez? Alors, je lève d'abord tout équivoque. Vous savez, je l'ai dit depuis plusieurs fois, hein, je vous rappelez, mon positionnement idéologique est panafricaniste. Au-delà du fait que je postule ouvertement pour le panafricanisme, je suis un théoricien, je suis un défenseur, un chercheur en matière de panafricanisme. Ma thèse de doctorat est intitulée, soutenue à Yaoundé le 18 décembre 2020 à l'université de Yaoundé 1, est intitulée « Prolégomène à l'histoire critique du panafricanisme entre permanence et bifurcation face à la reconstitution de l'unité africaine 1900-2018 ». Voilà le titre de la thèse de mon doctorat PhD. Et donc, pour votre questionnement concernant, vous avez dit la gouvernance. Est-ce que j'y crois? La gouvernance, c'est d'abord un principe. Qu'est-ce qui fonde la gouvernance? Qu'est-ce qu'on y met dans le principe de gouvernance? D'ailleurs, on parle même de bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'on entend par bonne gouvernance? Si on pose cette base conceptuelle-là, on peut s'entendre. Parce que la gouvernance, comme principe de gestion équilibrée pour viabiliser un certain nombre de données en termes de PIB et donner du sourire à son peuple, cette gouvernance-là, cette bonne gouvernance-là, est-ce qu'on peut dire sincèrement qu'aujourd'hui en Afrique, l'Afrique pratique la bonne gouvernance? Difficilement, on répondrait par l'affirmative. Pourquoi vous êtes parti directement sur le PIB? Parce que moi je pense qu'aujourd'hui les pays africains sont tellement dépendants de FMI, etc. que s'il faut seulement juger la bonne gouvernance par rapport au PIB, on est non, le PIB c'est quoi? C'est justement, on calcule le PIB sur l'ensemble des richesses. Mais vous savez que les pays c'est la production nationale. La production nationale. Oui, mais ce que je vais vous dire, c'est que justement, c'est ça le problème, c'est que il y a quelqu'un qui a dit, tant qu'on va continuer à s'analyser ou bien à nous évaluer par rapport au regard que les autres portent sur nous, c'est pas le regard on ne pourra pas évoluer. Parce que moi, je ne suis pas contre les théories économiques de l'Occident, mais je dirais ceci. On ne donne quel nom aux statistiques? Non, c'est justement ça le problème. Attendez que je finisse mon propos et vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire. C'est que les Africains, vous avez dit quelque chose qui est important et c'est pour ça que j'ai commencé par l'histoire. Vous avez dit, bon, il ne faut pas qu'on dorme sur l'histoire, il faut qu'on avance. Mais justement, quand vous abordez le côté économique, vous commencez avec le PIB. Quand vous apportez le côté de bonne gouvernance, vous commencez avec le PIB. Non, il n'y a pas de confusion, vous verrez que ça se colle. Ce qui se passe, c'est que nous, quand je parle de nous, je parle peut-être, vous êtes mon petit frère d'une certaine génération. Ce qui se passe, c'est que on nous a appris l'histoire de l'Occident, tout notre cursus scolaire. On nous a appris l'histoire de l'Occident, de l'Amérique. Oui, mais même vous avez appris ça. Non, et quand vous avez appris l'histoire de l'Asie, etc., c'était toujours en les présentant comme des pays qui ont mal tourné, le communisme est mauvais et tout. On est sorti de l'école avec l'idée que ce que l'occidental dit, c'est ce qui est bon. Alors, moi je vais vous dire, vous avez des statistiques, mais vos statistiques ne s'appliquent que dans cette vision-là qui veut que le Camerounais aujourd'hui, quand il veut évaluer son économie ou la richesse de son pays, ne se base que sur ces statistiques. Pourquoi ne pas commencer par dire que il faudrait qu'on consomme mieux nos produits? Parce que il faudrait qu'on ait des industries qui produisent nos produits. Comment vous commencez directement avec le PIB? Alors, c'est compliqué. Vous commencez avec le PIB. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que vous avez une idée, c'est que le PIB, il peut monter. Mais il va monter pour qui? Il va monter dans quel contexte? C'est difficile, hein, quand même. Non, attendez. Vous dites c'est difficile, mais c'est parce que vous êtes dans une posture où vous ne voyez les choses que sur les chiffres. Mais regardez, vous regardez Orange, MTN, etc., pour ne pas leur faire de publicité. Est-ce que vous croyez que c'est avec ça que vous pouvez valablement mesurer le PIB de ce pays? Je vais vous répondre simplement. Je vais essayer de descendre. Alors, la bonne gouvernance... Vous descendez où? Parce que justement, vous voulez descendre pour partir où? Restez à ce niveau-là, vous nous parlez du PIB. Moi, je ne vous aurais pas attendu sur le PIB. Le premier critère économique d'un pays, c'est pas le PIB.
pour que nous nous comprenions. Pour qu'on puisse avancer. Oui, Non, le premier critère économique d'un pays, c'est pas le PIB. Pour que nous nous comprenions. Je vous aurais attendu en disant qu'on aurait aimé voir les Africains produire Si vous avez plus. terminé, après, Mais vous avez dit, non, il faut que le PIB, comme si quand on va avoir un meilleur PIB, on sera meilleur. Mais on peut avoir un meilleur, je connais Très des bien, pays peut-être pour qui ont un reformuler la bon question, PIB, pour lui, le mais PIB qui ne n'est pas sont un indicateur de gouvernance libre. en Afrique. La gouvernance ne se mesure pas au PIB. Je suis Est-ce que vous partagez cet avis, Dr. On ne peut pas mesurer la gouvernance au PIB. Allez-y, Qu'est-ce allez-y. qu'on peut... J'ai commencé mon propos. Ne descendez pas. Hein. Dites-moi si on peut mesurer la gouvernance au PIB. Christian, permettez qu'il aille Dites-moi si on peut jusqu'au bout de la son gouvernance au argumentaire. PIB d'un pays. Je déteste les populistes. Non, les non, populistes, pas les c'est généralement des populistes. gens qui vident, en fait. C'est la réalité. Bon, Donc, vous allez dire ce que vous allez dire, mais je vais vous demander, une fois de plus, pourquoi vous avez commencé par Alors, mesurer j'ai commencé par la dire- gouvernance par le PIB. Alors, j'ai commencé, sous le contrôle du modérateur, par rappeler que quand on dit gouvernance, ou alors bonne gouvernance, il y a un certain nombre de données qu'on met dans la gouvernance. Et d'ailleurs, j'ai dit, vous savez, vous voyez, je me répète, j'ai dit qu'aujourd'hui, on parle même de principe de bonne gouvernance. Oui, on est ça veut d'accord dire qu'il avec y a ça. un certain nombre Ça, c'est tout ça, d'indicateurs. c'est tout ça, ça vient toujours de l'Occident. Ça ne vient pas de chez On peut nous. parler dans la Je pédagogie ne avec comprends ça, pas ce c'est que vous compliqué. appelez Non, bonne mais on va gouvernance. avancer. Quelle est on va la avancer. différence entre gouvernance et bonne gouvernance? Et peut-être vous allez... Autrement dit, pour avancer sur ce sujet, Dr David Eboutou, Qu'est-ce que vous appelez bonne gouvernance? se baser Il va me laisser sur... répondre. Oui, vous allez Faut reprendre, que tu justement. fasses la promesse. Faut-il se Faut que tu baser fasses la sur promesse. ces Moi, indicateurs je- macroéconomiques pour apprécier une gouvernance en Afrique? Alors, je vais me répéter. Oui. Il y a plusieurs données qui déterminent un facteur de bonne ou de mauvaise gouvernance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous les classements en termes d'indicateurs et autres s'appuient sur le fait qu'on parle de bonne gouvernance. Et donc, quand on dit bonne gouvernance, il n'y a pas seulement que des données économiques. Il y a même des données géographiques, des données historiques. Il y a un certain nombre, il ne m'a pas laissé aller jusqu'au bout. Allez-y. Et toutes ces données-là font qu'à la fin, on peut déterminer si un État pratique la bonne gouvernance, si un hégémon à la tête d'un certain État pratique la bonne gouvernance ou pas. Et c'est pour cela que vous verrez en Afrique, il y a un célèbre classement, le classement Mo Ibrahim, qui s'amuse à classer un certain nombre d'États en fonction justement d'un certain nombre d'indicateurs. Et aujourd'hui, donc de ce point de vue-là, je rappelais qu'il est difficile, en voyant le niveau de vie de certains pays africains, de certains citoyens des pays africains, qu'on peut calculer avec leur PIB et qui ne colle pas toujours à la réalité qui doit être la Guinée équatoriale, qui est un pays à revenu intermédiaire. Et dont on vous dit quand même qu'il a un PIB qui permettrait à chaque habitant quand même de vivre décemment, de ne pas être à un certain niveau de précarité. Mais vous arrivez à Guinée équatoriale, vous retrouvez malgré la petitesse, malgré le poids surabondant du PIB de ce pays-là, vous retrouvez des bidonvilles, vous retrouvez des gens abandonnés à leur sort, vous vous dites qu'il y a un problème. Et c'est à ce niveau qu'on dit qu'il y a mauvaise gouvernance. Et donc, la gouvernance, justement, s'établit à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui sont palpables, qui sont vérifiables par tout le monde. Alors, est-ce que vous savez que quand on parle même de gouvernance, il y a le principe de justice sociale? Est-ce que vous savez qu'il y a des principes d'équilibre, de répartition des richesses? C'est des données qui sont vérifiables à partir des données statistiques ou macroéconomiques. Et donc, ça fait donc qu'on ne peut pas, sur la base de rien, parler de gouvernance. Christian est là. Oui. Dernière question. Oui. Alors, je crois que mon interlocuteur, il fait tout pour ne pas s'asseoir sur mon problème. Mon propos n'est pas de dire que vous avez une mauvaise approche. Mon propos, c'est de comprendre. Mon propos, c'est de comprendre quelle est votre approche. Ah, quelle est mon approche à Oui, moi? parce que vous avez... Mais je peux vous répondre. Oui, attendez que Vous je avez posé termine. la question, Attendez que mais je là, n'argumentez termine, pas. s'il vous plaît. Sinon, vous Attendez allez me que donner je les éléments de termine. réponse. Attendez que je termine. Quand je vous écoute, Oui. vous êtes à l'école occidentale, mais vous vous réclamez panafricaniste. En fait, c'est ça ce bicéphalisme. Vous n'avez pas manifestement qualité. Oui, non, mais vous avez aussi une qualité pour dire que vous allez descendre plus bas. Donc, Moi, je suis excusez-moi de vous enseignant. rappeler Il y a ces aussi choses-là. excusez-moi de vous rappeler que quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes dans c'est une sorte de travestissement de la pensée. Vous vous réclamez de quelque chose, mais vous passez le temps à vous juger avec le regard des autres. Et je vous ai dit tout à l'heure que les Africains ne pourront pas se développer tant qu'ils auront une classe intellectuelle qui va continuer à se mesurer par rapport au regard que les autres portent sur eux.
Et la question que je vous pose maintenant, c'est quoi? C'est que je vous demande clairement, quels sont les leviers qui peuvent permettre à l'Afrique noire, je me limite à l'Afrique noire, de définir elle-même. Vous avez parlé d'une démocratie vision africaine, n'est-ce pas, tout à l'heure? J'écoute la question. Pourquoi ne pas parler d'une gouvernance vision africaine? Vous avez posé la question. Oui, alors, pourquoi vous êtes toujours dans les indicateurs de la théorie de ceci, dit cela, etc. On connaît ces théories. Mais ce que je ne les veux, connaissez pas. Vous ne les connaissez pas malheureusement. Non, ce n'est pas ça le problème. Peut-être vous les connaissez mieux que moi. C'est pas grave. Il répond votre... Est-ce que je peux répondre à la question? Oui, allez-y. Alors, quels sont les leviers? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Pour que l'Afrique s'autodétermine et arrive à un niveau où on juge que sa gouvernance est acceptable et acceptable du point de vue de la qualité de vie de sa population. Il faut aujourd'hui travailler à partir des éléments infrastructurels, superstructurels et structurels. Je me justifie. Si vous prenez un élément... Vous me rejoignez? On ne peut pas s'en sortir avec vous. Non, allez-y. Si je vais prendre un exemple, l'élément superstructurel. Je vais prendre l'élément superstructurel. L'élément superstructurel qui s'appuie sur la monnaie. C'est la même chose. Allez-y, docteur, parce qu'on est presque arrivé au terme de cette PIB ici, on parle maintenant des éléments. Alors, Christian, pour qu'il réponde, parce qu'on va sortir de cette phase d'échange. Allez-y. C'était plus agréable avec ici. Oui, moi je dérange un peu plus. Allez-y. C'est aussi le principe. Allez-y. Allez-y. Alors, sur... Je ne suis pas venu pour vous donner des ananas. Sur l'élément superstructurel, il y a la question de la monnaie qui revient. D'accord. C'est-à-dire que là, je vous renvoie aux travaux de Tchun Jampuemi et d'un certain nombre d'auteurs qui ont été largement épilogués là-dessus. Parce que dit Tchun Jampuemi? Il dit la superstructure monétaire précède l'infrastructure économique et sociale. En d'autres termes, sans monnaie, sans outils monétaires appartenant à un État propre, là, on ne peut pas postuler pour un développement. On ne peut pas, on peut essayer de badigeonner, mais on ne peut pas s'engager sur la voie d'un développement viable. Donc là, c'est l'élément superstructurel. Il y a des éléments structurels pour que ceux qui nous regardent, je vais prendre un exemple. Alors, quand vous regardez un peu la boulimie institutionnelle qu'il y a dans un pays comme le Cameroun, où vous savez que les États-Unis, c'est 14 ministres, par exemple. Regardez au Cameroun, on a près de 70. Et on se demande si, à partir de notre PIB, on peut concentrer nos richesses entre les mains d'une boulimie institutionnelle d'acteurs qui s'avèrent souvent parfois incompétents à continuer de gérer le destin d'une population de 25 millions sans que véritablement on ne voie l'impact au bout. Donc, il y a donc nécessité quelque part de désengorger les structures pour les viabiliser et y mettre une certaine dynamique qui pousse à l'action. Et donc, il ne faut pas toujours qu'il y ait un surnombre pour qu'il y ait une certaine dynamique en termes d'action et de résultats. Et on peut prendre l'aspect infrastructurel. Vous savez aujourd'hui que ce qui empêche une gouvernance d'être fonctionnelle, c'est le fait qu'il n'y a pas, et je vais faire un bond sur le panafricanisme des peuples, j'ai parlé tout à l'heure du panafricanisme d'en bas. Vous savez, quand la CEDEAO décide de matérialiser une certaine forme de panafricanisme des peuples, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'affranchissent d'un certain nombre de cadres de matériaux infrastructurels en créant une route. C'est-à-dire que vous pouvez partir d'Abidjan, vous arrivez à Lomé au Bénin et tout ça, à partir de votre carte d'identité. Hein? Alors, regardez la CEMAC. C'est totalement surréaliste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir, vous dormirez certainement en bas, qui aussi, parce que vous ne pouvez pas franchir. La même route ne vous conduira pas dans les mêmes capitales, dans toutes ces capitales-là. Non, je crois qu'on est en train de... Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a donc un certain nombre de leviers qui sont superstructurels, infrastructurels, structurels, mais qui peuvent trouver un solutionnement au plan politique pour justement aller dans le sens d'une viabilisation de la gouvernance africaine. Vous êtes donc définitivement d'accord avec moi. Merci monsieur d'être venu dans le cadre de cette phase d'échange. Docteur David Eboutou, merci de vous être exprimé finalement sans langue de bois au cours de cet exercice d'émulation intellectuelle. Je voudrais également remercier Anatole ici. Je remercie également Christian est là d'être venu dans le cadre de cette livraison sans langue de bois qui est votre programme
sur For You TV. C'est un privilège de vous recevoir. Mesdames, Messieurs, restez sur les programmes de For You TV qui se poursuivent. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir.